c'est ça le plus dur, c'est le jugement des autres. Moi j'étais pris avec ce sentiment-là d'incompétence de maman parce que je me disais OK, je vais voir tous les spécialistes, je paye de ma poche, une ergothérapeute, une physiothérapeute, orthophoniste, là, name it, là, de tous les spécialistes que tu peux pas t'imaginer. Tous les soirs, je fais des exercices avec lui pour sa motricité fine, globale, son langage. Puis même à ça, je vois très, très peu de progrès. Moi, je me jetais le blâme, je me disais, c'est de ma faute. C'est moi je suis pas une bonne mère. Je suis pas capable de soutenir mon fils puis de l'aider. Je le sais que c'est pas ça maintenant. La tête parlait pas au cœur, tu sais. Je veux dire. Puis vient aussi, c'est l'acceptation aussi du diagnostic là, qui se fait différemment d'un parent à l'autre. Moi, ça a pris beaucoup de temps. Là, je suis capable d'en parler parce que je suis rendue là. Tu sais, j'ai bouclé la boucle. Bienvenue au 29e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Comme plusieurs de mes autres invités dans la quarantaine, Julie-Anne Coder a un fils adolescent. La différence, c'est qu'il est aussi autiste. Ça a transformé son expérience de la maternité et ça continue de changer sa perspective sur l'avenir. Elle a même publié 2 livres sur le sujet. Julie-Anne a généreusement partagé avec moi ses premières expériences en anglais comme nanny au père en Angleterre, les défis d'être parent d'un enfant différent, surtout quand on est un peu perfectionniste, sa carrière de danseuse professionnelle et sa participation au championnat du monde, et comment la pandémie a peut-être eu de bons côtés pour elle et pour sa famille. Merci de partager ce moment avec nous. On se retrouve à la fin. Bienvenue à la série balado La Quarantaine. J'accueille aujourd'hui Julie-Anne Coder. Bonjour Julie. Julie-Anne. Bon. Oui, Julie-Anne. Oui, bonjour. Ma mère m'appelle Julie. Mais les gens autour de moi, Julie-Anne. Bonjour. Alors, Brigitte. Bonjour. Je dois d'abord vérifier ton éligibilité. Quel âge as-tu? J'ai 43 ans, bientôt 44. Merveilleux. Félicitations. Tu rencontres le critère d'éligibilité pour participer à la quarantaine. C'est le fun de te parler. J'aimerais qu'on commence avec un tour d'horizon de ton quotidien. Si je faisais un film sur ta vie, caméra à l'épaule, qu'est-ce que je verrais du matin au soir? D'accord. Bien, écoute, je suis résidente de Cantley. J'habite à Cantley au Québec. Je suis née dans la région de l'Outaouais, mais à Buckingham, une plus petite ville. En fait, je pense que Buckingham est un peu plus gros maintenant que Cantley. On a emménagé dans notre maison. On a réuni nos 2 familles, mon conjoint et moi, juste avant la pandémie, en 2020, littéralement 2 mois avant. On se trouve choyés tous les jours. On est extrêmement chanceux. On a une belle maison en bois, plafond cathédrale avec un peu de forêt derrière. Mon conjoint a construit un poulailler pendant la pandémie. Donc, on a 4 poules, qui est l'animal favori de mon fils d'ailleurs. Une poule qui donne des œufs turquoise, c'est sa couleur préférée. Alors, il est très, très content. On fait un grand jardin chaque été, puis on aime la nature. Donc, on profite de la nature. Côté boulot, je suis conseillère en communication. Ça fait, mon Dieu, il faut que je remonte en arrière, 22 ans que je suis au gouvernement fédéral. J'ai travaillé un peu dans les projets au début de ma carrière. Puis après 8 ans, j'ai sauté dans ce que j'avais étudié, les communications. Donc, j'ai fait beaucoup de communication corporative pour les employés du ministère. J'ai fait de l'événementiel. J'ai fait communication pour Canada 150, pour Patrimoine canadien, entre autres, en 2017. Super expérience. Travaillé à Sport Canada aussi. Je travaillais sur les Olympiques. Puis là, maintenant, je travaille sur un dossier qui me touche beaucoup. C'est le dossier de la diversité. Il faut que je le traduise en français, là. Inclusion des personnes en situation de handicap et accessibilité du côté des communications.
Donc, il y a plein de choses qui se passent au fédéral en ce moment. Puis, ça me touche beaucoup parce que, comme tu sais, j'ai un garçon de 15 ans qui est autiste. Donc, j'ai l'impression vraiment travailler pour aider des personnes comme mon garçon. Que ça soit point de vue financier, que ça soit accessibilité pour un travail plus tard. Donc, c'est passionnant. Ça me touche beaucoup. Quand tu dis que vous avez réuni vos deux familles sous un même toit, est-ce que tu habites avec ta belle-mère ou c'est Non, plus mon restreint? conjoint. Oui, non, c'est mon conjoint. Oui. Donc oui, je suis séparée. Mon garçon, comme j'ai dit, est autiste avec déficience intellectuelle. On s'est séparés, son père et moi, quand il y avait 2 ans et demi. On est vraiment, on se trouve très choyés. Là, on travaille en équipe. On passe même des vacances ensemble là, pendant l'été avec nos 2 familles. Puis moi, j'ai rencontré mon conjoint, ça fait, mon Dieu, 10, 11, 12, 13, 5 ans. Puis on a réuni nos familles, ça fait 3 ans, sous le même toit. Et lui, il a une jolie pré-ado de 12 ans. En fait, hier, samedi, il a eu 12 ans. Donc, c'est ça. On est une famille de 4 maintenant. Wow, c'est le fun que les âges étaient relativement proches. Je sais pas, il me semble Mm-hmm. que ça fait comme une fratrie Oui. naturelle, mais recollée, reconstituée. Et puis, qu'est-ce que tu fais à part le travail? As-tu des loisirs, des choses qui t'occupent après les heures de bureau? Oui, ben j'écris. J'ai commencé à écrire pendant la pandémie. J'ai sorti un livre qui s'appelle Point de rencontre, des parents d'enfants différents se racontent. Donc, essentiellement, c'est un recueil de témoignages de 9 parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Donc, soit des enfants qui sont autistes, trisomiques, qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont le syndrome de Gilles-Latourette. Donc, j'ai mon histoire dans le recueil, mais je voulais pas parler juste de moi. Je voulais vraiment, je me voyais pas écrire une biographie sur ma vie. Là, j'avais pas tant de choses à dire. Je voulais entendre d'autres parents qui vivaient des situations similaires. Donc, c'est ça. C'était lancé en octobre dernier, 2001. Toutes les recettes sont remises à Centraide, Outaouais. Donc, c'est vraiment un don que je fais à Centraide. Puis ouais, c'est ça. Puis en fait, j'ai un autre livre qui s'en vient, un autre beau projet très excité qui s'en vient au mois d'avril, durant le mois de l'autisme. J'ai un album jeunesse qui s'intitule Dans la tête de Fredo autiste. Fredo étant mon beau Frédéric, qui est mon garçon. Puis je travaille avec une illustratrice là qui vient de Montréal. Ça va être un album jeunesse pour 5 ans à 12 ans, je dirais. Puis essentiellement, c'est qu'on va aller dans la tête de mon fils, dans son monde à lui. On va essayer de voir la vie comment lui la voit. Puis tous ces projets-là, c'est de la sensibilisation. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire. Je veux sensibiliser les gens à la différence. Je pense qu'on peut chacun faire quelque chose pour changer le monde puis le rendre meilleur. Puis j'aime penser que ces petites choses-là vont contribuer à changer la société, à changer les perceptions. Wow! Et je crois comprendre qu'en plus d'être maman, d'avoir un travail en communication dans le jour, d'écrire des livres, tu as aussi un intérêt pour la danse. Oui, ben je suis danseuse professionnelle malgré le fait que j'ai comme arrêté durant la pandémie. Puis là, on parle du balado de la quarantaine. Alors, je vais vous avouer que mon corps ne suit plus autant que quand j'étais dans la trentaine. Donc, ouais, je faisais de la danse latine, salsa, bachata, hustle, que j'adore aussi, et du zouk aussi, zouk brésilien. Mon partenaire et moi, on s'est promenés un peu au Canada, aux États-Unis aussi. On a fait les championnats du monde à Miami, des compétitions on est allé à Calgary, Montréal, Québec, Toronto, San Francisco aussi aux États-Unis. J'ai gagné plusieurs titres là, des championnats à titre d'amateur. Puis en 2014, je suis passée chez les pros.
Donc là, j'ai commencé à enseigner puis à avoir mes propres troupes de danse. Mais là, c'est ça. Depuis 2020, évidemment, on peut plus enseigner. Tout a fermé. J'ai comme passé à autre chose. Je suis retournée à une autre passion. Je faisais de l'équitation compétitive avant. Donc, je suis retournée pas aux compétitions. Je cherche à être plus, je sais pas, avec la quarantaine, je cherche à être un peu plus, à équilibrer un peu plus ma vie. Penser un petit peu plus à moi et moins à la performance, même si ça reste toujours à moi, puisque je suis quelqu'un qui est perfectionniste et compétitrice de nature, donc on n'enlèvera jamais ça de moi. Mais c'est ça, j'essaie d'équilibrer un peu plus les choses. Donc, j'offre des ateliers de danse aux enfants autistes une fois par année. Ça me permet de continuer à faire un peu de danse. Je monte à cheval une fois de temps en temps. Là, j'ai une amie qui a des chevaux, donc je suis en demi-pension. Là, je peux aller quand je veux, puis je peux faire juste des promenades dans la forêt si je veux. Pas besoin de faire de saut d'obstacles, ça me tente pas. C'est plus méditatif qu'athlétique, disons. Wow, ça fait que ça fait une vie quand même relativement bien remplie. Est-ce que la danse, c'est... Est-ce que tu en fais encore un peu dans tes loisirs, outre cette activité une fois par année? Non, je trouve bien, puis je pensais que c'était pour me manquer, puis pas tant que ça. Tu sais, j'en ai peut-être que j'en ai trop fait. Peut-être que c'était 4, 5 fois, 6 fois par semaine. J'étais partie minimum une fois par mois en congrès, en compétition. Tu sais, j'ai mon garçon, j'étais mère monoparentale, j'avais pas de conjoint à l'époque. Emploi à temps plein, très prenant, avec beaucoup d'heures supplémentaires. Plus les cours que je donnais, les troupes de danse, mes propres. Tu sais, je pense que j'en ai trop fait. Puis à un moment donné, ben, on dirait que la pandémie est arrivée au bon moment. J'étais pas capable de lâcher prise. Et puis là, la pandémie m'a forcé à lâcher prise. Puis je me suis rendu compte que, OK, peut-être que c'était temps de passer à autre chose. Cela est juste et bon. Oui, exactement. Ouais. Il y a des aspects de la pandémie qui, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas choisi volontairement, mais ça, effectivement, comme tu dis, ça nous a souvent, en tout cas pour plusieurs d'entre nous, fait remettre en question certains des choix ou des activités qu'on faisait. Ouais, Ça met en relief l'importance relative des choses. entièrement d'accord. Ouais. Ben, reculons un peu. Parler de ta vie d'avant, de parler de ta vie lointaine, de tes origines. Parle-moi d'où tu viens, puis tu peux prendre ça, tu peux me parler, de quand tu es né, des 40 dernières, tu sais, d'il y a 40 ans, mais même si tu veux me parler de tes parents ou de tes ancêtres plus distants, tu peux le faire. Ce que tu sais, ce qui a du sens pour toi, vas-y. OK. Ben, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis native de Buckingham. Mes parents sont pas de la région. Ils viennent de Montérégie, des petits villages, Sainte-Christine, Saint-Paul-de-Boxford. Donc, ils sont nés là-bas, se sont envenus ici parce que ma mère était technicienne en laboratoire médical. Elle a fait son cours au cégep, puis elle a eu un boulot à l'hôpital à Buckingham. Elle connaissait la région parce que sa sœur avait un chalet ici. Puis elle avait déjà vu la région, puis elle avait aimé ça. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, ben ils ont décidé de déménager ici. Je suis canadienne-française. Je veux dire, mes parents ne parlent presque pas un mot anglais. Ma mère a fait son cheval de bataille. Elle voulait que ses 2 filles, parce que j'ai une sœur aussi, on a 14 mois de différence, donc c'était super important. Ouais, c'est ça, on est très, très près en âge. On se ressemble beaucoup aussi, physiquement, mais pas les personnalités, je dirais, il y a beaucoup, presque pas contraire, mais beaucoup de choses qui sont à l'opposé. Donc, c'est ça, ma mère s'était mis comme mission qu'on apprenne l'anglais. Alors, tous les étés, on était à la maison, quand elle était en vacances, elle sortait ses cartables avec ses cassettes audio de l'époque. Puis avec les livres, puis là, on fallait répéter « I eat an apple, I eat an apple ».
Donc, ouais, ça, c'était la mission de ma mère. Puis, à 18 ans, moi, je suis arrivée avec un projet que ma mère pouvait pas refuser parce que comme elle voulait absolument qu'on apprenne l'anglais, moi, à 18 ans, j'ai fait une année de cégep puis j'aimais pas ça. Je réussissais parce que je suis perfectionniste et je ne baisse jamais les bras, mais j'avais aucune motivation. Puis là, ben, l'orienteur m'avait donné un petit bout d'article qui disait qu'il cherchait des filles au pair, des nannies, à travers le monde, dont en Angleterre. Et puis là, moi, j'ai dit, OK, je saute là-dessus, je m'en vais en Angleterre, je m'en vais apprendre l'anglais. Et quand je suis arrivée avec le projet, ma mère n'a pas pu refuser parce que c'est exactement ce qu'elle voulait que ses enfants fassent. Elle voulait pas qu'on parte, mais elle voulait qu'on apprenne l'anglais. Donc, ouais, à 18 ans, je suis partie dans une famille en Angleterre, une grande famille, très aisée, 4 enfants, de 1 an et demi à 11 ans. J'avais 2 cours par semaine d'anglais, puis j'avais presque tous mes week-ends. Donc, j'ai appris l'anglais comme ça. Ouais. Wow! Est-ce que ta sœur a fait quelque chose de semblable? Est-ce que ta mère a eu le même succès avec ta sœur? Non, ma sœur, elle est extrêmement intelligente, une mémoire phénoménale. Je m'abaisse, je veux dire, elle est extraordinaire, là, une super mémoire. Donc, son anglais était meilleur que le mien parce que elle lit quelque chose puis elle se souvient. Euh, elle est douée pour les langues, elle a une maîtrise en littérature française. Donc, c'est elle qui corrige mes livres, en fait. On la C'est ma remercie publiquement. Oui, on la remercie publiquement. Oui, c'est ma reviseure attitrée. Elle est toujours là pour moi, puis elle est très talentueuse. Wow! Qu'est-ce que ton père faisait, lui? Parce que tu dis ta mère, technicienne en laboratoire, je ne savais même pas qu'il y avait un hôpital à Buckingham. Oui, Et l'hôpital puis, de Papineau. ouais, et puis ton père, donc, a suivi. Oui, ben mon père est mécanicien d'entretien, puis machiniste et soudeur. Donc, Buckingham, c'est une ville où est-ce qu'il y a quelques industries. À l'époque, il y avait les produits chimiques Sterling, Albert Wilson. Là, je sais même plus comment ça s'appelle maintenant. Donc, il était engagé dans une des industries puis comme mécanicien d'entretien machiniste. Ouais, mais maintenant, mes parents sont à la retraite, là. De quoi ça avait l'air de grandir dans le coin de Buckingham quand tu étais petite, les années 80, ça ressemblait à quoi? Mon Dieu, ben c'était très tranquille. Notre maison familiale, mes parents y résident toujours, était plus retirée. Euh, c'est presque, on est considéré à l'ange gardien. Il y a 3 maisons de Buckingham, si on veut. Buckingham fait partie du Grand Gatineau maintenant. Très tranquille. Ma sœur et moi, on jouait toujours ensemble. Euh, je te dirais que j'ai commencé à avoir plus d'amis au rendu au secondaire. Tu sais, j'avais un peu plus d'autonomie, j'avais une bicyclette. Puis fallait que j'aille l'autre bord du pont, comme on dit à Buckingham, parce qu'il y a 2 bords, 2 côtés. Donc, les amis étaient tous l'autre bord du pont. Fait que je prenais mon vélo, puis j'allais l'autre bord du pont. Voir mes amis qui étaient tous concentrés dans les secteurs résidentiels. Puis, ben, c'est ça, j'ai fait mon secondaire à l'école secondaire à Buckingham, en résidence Gamelin. J'étais beaucoup dans le théâtre, les arts. Il y avait un spectacle de variété. Je faisais partie, j'ai écrit les textes pour le spectacle. Je faisais partie de l'organisation. Je faisais de la musique aussi à cette époque-là. Je jouais de la guitare, j'écrivais mes chansons. Donc, tout ce qui touchait les arts, de la scène, j'aimais beaucoup ça. Mes amies, elles, étaient dans la danse. C'est drôle parce que jeune, moi, je faisais pas de danse. Elle en faisait. Puis ensuite, moi, vers 20 ans, 30 ans, j'ai commencé à faire de la danse. Puis elles ont arrêté. Donc, c'est comme contradictoire. Ben justement, parlant de contraste, quand tu penses à ta vie quand tu étais petite, quand on grandissait, la vie des années, bon, fin 80, comparée à ta vie d'aujourd'hui, en termes de tes ancrages, de ta communauté, euh, est-ce qu'il y a des choses qui restent, des similarités? Puis, est-ce qu'il y a des grandes différences?
qui peuvent être le fait du temps ou le fait d'avoir grandi ou... Bonne question. En fait, de communauté, je te dirais, mes parents, c'était pas des gens, tu sais, il y avait un couple d'amis vraiment, donc c'était pas des gens qui avaient beaucoup d'amis, qui avaient un réseau. Ils viennent pas de la région, comme j'ai dit tantôt, donc leur famille était pas mal éloignée. J'ai une tante qui est ici en Outaouais que je voyais plus souvent. J'allais garder ses enfants, elle avait 3 enfants. Donc, point de vue différence, ça ressemble beaucoup. Je suis plus introvertie, même si personne me croit, là, mais je suis une personne introvertie. J'aime beaucoup la quiétude, j'aime beaucoup, j'ai besoin de mon temps seul et puis c'est pour ça que moi, la pandémie, j'ai adoré. Je m'excuse de dire ça, mais j'ai adoré. Ça m'a permis de faire d'autres choses. Ça m'a permis de me casser cette routine-là qui était peut-être pas super saine pour moi. Écoute, on a réuni nos 2 familles, on commençait à vivre ensemble dans la routine. La fille de mon conjoint adore mon fils. Elle aime s'occuper beaucoup des gens et avoir des responsabilités. Donc, elle voulait absolument faire les devoirs avec Frédéric. Tu sais, tout ça, c'était merveilleux pour moi de voir cette interaction-là, de voir que ça se passait bien, de découvrir, de redécouvrir c'était quoi vivre en famille. Parce que c'est ça, je me suis séparée, Frédéric avait 2 ans et demi, donc de 2 ans et demi jusqu'à, on dit avec quel âge, on recule de 5 ans en arrière, 11 ans, quand Frédéric, 11-12 ans, j'habitais seule. Donc ça, j'ai trouvé ça beau, puis je trouve ça beau encore, puis ça me fait du bien. Tu sais, j'avais besoin... J'avais un noyau familial très serré avec mon père, ma mère, donc je retrouve ça maintenant. Mais je pense pas que j'aurais pu faire ça avant. Je n'étais pas rendue là. C'est ça qui arrive, hein? On est rendu à 40 ans, on apprend plusieurs choses, on a de l'expérience rente. J'avais besoin de voler de mes propres ailes, de faire d'autres choses que de juste m'identifier comme maman. Parce que j'ai tout fait. Je pouvais pas juste être une maman. Fallait que je sois d'autres choses. Parce que Juliane est d'autres choses. Elle a des passions. Je suis quelqu'un qui est passionné. J'avais besoin de faire ma marque ailleurs. J'avais besoin de me nourrir d'autres choses. On va parler un peu de ta trajectoire, puis de comment justement tu as gagné cette expérience-là au fil du temps, ces différentes phases peut-être de ta vie. J'aime qu'on parle des choix, les choix que tu as faits, les grands choix, les petits choix, les choix qui peut-être des fois on n'a pas fait, puis que finalement ils ont été faits pour nous. C'est quand on pèse sur snooze 2-3 fois, Oui. le monde continue de tourner, tu sais. Et ouais, parlons juste pas. Je vais te laisser y aller, puis je te suis. Les choix, mais je pense qu'avant tout, c'est pas bon d'avoir des regrets. Fait que j'essaie de pas avoir de regrets dans ma vie. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent parce qu'elles doivent arriver, puis c'est justement, faut apprendre à vivre avec ces choses-là, puis les transformer en positif parce que c'est pas toujours facile à faire et à dire, mais j'aime toujours me le rappeler constamment. Il y a toujours quelque chose de positif. Tu as quelque chose à apprendre dans ce qui t'arrive. Puis on est fait pour grandir, puis moi, je pense qu'on grandit toute notre vie. C'est ça qui fait que la vie est belle. C'est ça qui fait que c'est le fun de vivre. Sinon, ça serait monotone, ça serait pas intéressant. Donc, ouais, je fais que les choix que j'ai faits, non, j'ai pas de regrets. Est-ce que j'aurais fait Oui, vas-y donc. Mais quels sont-ils? C'est quoi c'est quoi, tu penses, les choix les plus marquants qui ont fait une différence dans ta vie après, mettons, l'adolescence? Ou avant, Dieu. on ne sait pas, il y en a des précoces. Ouais. Les choix. J'ai fait plusieurs choix qui m'ont fait grandir immensément. J'ai parlé de mon séjour en Angleterre.
À l'université, je voulais apprendre l'espagnol. J'ai décidé que je partais finir mon bac au Mexique. Donc, j'ai fait ce choix-là. Tu laisses tes amis derrière, tu laisses plusieurs choses derrière. C'était le temps d'appliquer pour des emplois, de postuler pour des emplois. Donc, je courais la chance de pas avoir un emploi. Je l'ai fait pareil. Puis, ça m'a bien servi parce que, comme je te dis, il y a rien qui arrive pour rien. Pendant que j'étais au Mexique, on avait appliqué sur un poste, un bassin au gouvernement. Ils m'ont appelé pour aller faire un examen. Je pouvais pas y aller. Ils m'ont attendu que je revienne au mois de juin. J'ai fait mon examen, l'entrevue, puis j'ai eu le poste. Donc, j'ai réussi à apprendre l'espagnol, puis quand même avoir un emploi au gouvernement. Mon premier emploi, quand même PM2, qui était un super bon poste d'entrée. Autre choix que j'ai fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai toujours aimé les chevaux. Donc, j'ai décidé que je voulais faire de l'équitation, mais entre toi et moi, j'ai une peur bleue. J'avais très, très, très peur. Je suis une personne anxieuse dans la vie. Et ceux qui connaissent l'équitation, les chevaux savent que les chevaux ressentent absolument tout. Donc, premier cours, je brosse mon cheval et j'en tremble tellement que j'ai peur que le cheval me pile sur un pied. Mais non, je suis obstinée et je suis passionnée par les chevaux et non, je me laisserai pas avoir, puis je laisserai pas l'anxiété avoir le dessus sur moi, puis j'ai continué. Puis c'était la meilleure décision de ma vie parce que, écoute, quelques années plus tard, j'ai acheté mon cheval. Après ça, je me suis mis à faire des compétitions de saut d'obstacles. Malgré mon anxiété, j'ai réussi à passer au travers. Je dis pas que c'était pas difficile. Même ma mère me disait, mais oui, mais pourquoi que tu t'obstines? T'es anxieuse, t'as des nœuds dans le dos tellement que t'es stressée. Pourquoi tu continues? Parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ce coup de pied-là j'avais besoin de me dire que c'est pas vrai que je vais me laisser, que je vais baisser les bras parce que je suis anxieuse. Non, je veux faire des compétitions. J'aime les chevaux. C'est ça que je veux. Puis, je vais tout faire pour que ça l'arrive, tu sais. Fait que, ouais, j'ai jamais regretté ce choix-là. Ensuite, je voulais avoir un enfant. Donc, j'ai arrêté de monter à cheval quand je tombe enceinte parce que, on voulait, mon conjoint et moi, on s'est mariés, on voulait avoir un enfant. C'est une décision à deux, bien réfléchie. Donc, j'ai arrêté de monter parce que quand tu es enceinte, c'est pas recommandé de monter à cheval. C'était très difficile. J'ai une grossesse très, très, très difficile. J'étais toujours fatiguée. J'avais de la misère à fonctionner au travail. Puis moi, je suis une perfectionniste de nature, comme j'ai dit tantôt. Et puis, il faut que je donne toujours mon 150%. Puis là, j'étais pas capable de donner mon 150%. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ça a été dur à accepter. Puis j'étais toujours fatiguée. Tu sais, le midi, j'allais dans une salle de conférence pour me coucher, pour prendre l'énergie, pour être capable de faire mon après-midi. J'arrivais au travail. Mon mari était exceptionnel, là, tu sais, il faisait la cuisine, il m'aidait beaucoup, là, tu sais, je veux pas dire il m'aidait. On partageait les tâches équitablement, ce qui doit être, justement, ça doit se passer comme ça dans un couple. Donc, ouais, c'est ça, c'était difficile. Puis après ça, j'ai eu mon garçon, puis c'était difficile parce qu'il y a rien qui fonctionnait comme c'était supposé fonctionner, tu sais. On a vu des spécialistes après spécialistes. Son développement était atypique. Donc, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Tu sais, être parent, c'est continuer d'apprendre parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Puis quand on a un enfant autiste, oublie ça, il n'y a absolument aucun mode d'emploi parce que c'est atypique. Il n'y a pas une personne pareille. Puis tous les conseils sur la discipline, sur le développement, ça marche pas. Hein? Puis il y a des affaires que mon fils n'a jamais fait. Il n'a jamais marché à quatre pattes. Il a jamais fait la petite pince comme ça pour prendre les aliments à 10-12 mois. Tu sors des rendez-vous, tu n'as jamais des bonnes nouvelles parce qu'il rencontre jamais les courbes. Donc, ouais, en bout de ligne, Frédéric, ça l'a été et c'est encore mon professeur. Je serais pas la Juliane d'aujourd'hui si j'avais pas eu mon Frédéric dans ma vie.
Quand tu me dis que tu es perfectionniste puis compétitive, je me demande comment ça s'est joué parce que je sais que je me souviens quand mes enfants étaient petits, là, tu sais, il y a un peu une game, tu sais, entre les parents des enfants du même âge, tu sais, ah, ben moi, mon enfant, il marche, tu sais, 8 mois, je sais Ah pas, tu sais. oui. Euh, c'est pas volontairement compétitif. Les gens sont juste bien, bien fiers de partager Mhm. tous les accomplissements de leur génie d'enfant, tu sais. Puis je me demande comment tu as vécu ça avec ta personnalité, puis ton approche à la vie à ce moment-là. Comment Comment on ressent ça, tu sais, quand c'est pas comme si tu savais avant qu'il soit né, là, c'est pas comme si tu avais un Non, diagnostic de quoi que ce soit, tu sais. Puis exact. comment ça se passe, cet apprentissage-là que vous faites ensemble de ce que ça va être la vie, Ah, avec c'est un une enfant avec des habiletés différentes, là? Oui, c'est une excellente question. Ouais, puis j'en parle dans mon livre, là, le point de rencontre, justement, dans mon témoignage à moi, là, qui est le premier dans le livre. Ouais, c'était très, très difficile. J'ai comme, tu sais, j'entendais mes collègues, mes amis parler de leurs enfants, puis je me disais, mais là, je ne fit pas, là. Fred ne fit pas dans ce moule-là. Puis écoute, je sais, je comprends, parce que moi, quand j'étais enceinte, veux pas, t'es enceinte, tu te projettes dans l'avenir, tu dis, hey, moi, mon fils, il va faire des sports ou il va faire des concours de parole publique, il va être, il va s'accomplir. Puis là, ben, t'as jamais un petit cue qui te dit que ça va arriver parce que ton fils ne suit pas aucune des courbes de développement. Puis là, ben, ça t'inquiète, l'anxiété monte, puis t'entends en plus les autres. Ah, moi, mon fils, il dit tant de mots. Ah, moi, mon fils, il a commencé à marcher. Ouais, mais moi, mon fils, il a commencé à marcher à 23 mois. Moi, mon fils, il disait pas de mots. J'ai appris le langage des signes pour bébé parce que je sentais qu'il voulait communiquer, mais il était pas capable, tu sais. Moi, mon fils, il me disait pas je t'aime. Il me disait pas, il voulait pas de bisous, il voulait pas de caresses. Il voulait qu'on le laisse tranquille, puis il me souriait pas. Il souriait. Je le mettais sur son tapis d'exercice, il regardait le plafond, puis il souriait aux anges. C'est comme ça que je disais, il sourit aux anges. Fait que oui, quand tu es compétitif et perfectionniste, tu te compares. Mais en fait, c'est la nature humaine de se comparer, de toute façon. Ça me faisait très mal. J'ai arrêté de parler de mon fils pendant un bout. Je me suis isolée. Puis après ça, ben, tu as le diagnostic. Tu te dis, ah, OK, enfin, tu sais, je peux mettre un mot sur ce qui se passe dans la vie de mon fils. Mais là, c'est que tu vas en public, puis ton fils, Mme Fred, il avait pas l'air autiste. De toute façon, qu'est-ce que ça a l'air une personne autiste? Hein? Il n'y a pas d'image. Il avait juste l'air. En tout cas, ce que moi, je voyais dans les yeux, dans le regard des autres, c'était du jugement. Mon Dieu, qui est pas bien élevé, cet enfant-là. Tu sais, puis mon Dieu, qu'est-ce qu'il a crié de même, puis pas capable de contrôler son fils, il court partout, il enlève ses vêtements, il enlève son t-shirt, tu sais, fait que c'est ça le plus dur, c'est le jugement des autres. Puis moi avec j'étais pris avec ce sentiment-là d'incompétence de maman parce que je me disais OK, je vais voir tous les spécialistes. Je paye de ma poche une ergothérapeute, une physiothérapeute, orthophoniste, là, name it, là, de toutes les spécialistes que tu peux pas t'imaginer. Tous les soirs, je fais des exercices avec lui pour sa motricité fine, globale, son langage. Puis même à ça, je vois très, très peu de progrès. Et là, moi, je me jetais le blâme. Je me disais, ben c'est de ma faute. C'est moi qui je suis pas une bonne mère. Je suis pas capable de soutenir mon fils puis de l'aider. Je le sais que c'est pas ça maintenant, puis mais la tête parlait pas au cœur, tu sais, je veux dire, c'est puis vient aussi, c'est l'acceptation aussi du diagnostic là qui se fait différemment d'un parent à l'autre. Moi, ça a pris beaucoup de temps. Là, je suis capable d'en parler parce que je suis rendue là. Tu sais, j'ai bouclé la boucle. Puis je suis capable de voir de là le livre, tu sais, le point de rencontre, c'est que oui, je parle des défis, puis les parents parlent de leurs défis, mais on parle des belles choses que nos enfants nous apportent, des cadeaux que Fred m'apporte, tu sais, de vivre dans le moment présent.
c'est tellement difficile de faire ça. Mais Fred, à tous les jours, il me le rappelle. Parce que c'est ça, la vie. Ça donne à rien de penser d'avance, d'anticiper. Est-ce que c'est facile de le faire? Non. Mais moi, j'ai quelqu'un tous les jours qui me le rappelle, tu sais. Puis j'ai quelqu'un tous les jours qui me rappelle que, regarde, moment présent, moi, j'ai le goût de prendre une marche, là. On va profiter du soleil, puis c'est tout. Il n'y a pas de compétition à avoir, il n'y a pas de performance à avoir. C'est juste, prends ta marche, prends une promenade, écoute les oiseaux, profite du soleil. Parce que c'est ça, la vie, tu sais. C'est quoi qui est important? Ben, c'est l'amour, c'est d'être entouré des gens qu'on aime. Puis, c'est pas une compétition, la vie. Même si on peut être un peu compétitif sur les bords. Oui, yes. 100%. Mais moi, j'ai quelqu'un qui me rappelle que c'est pas important. C'est pas juste ça qui est important, mais Ouais. je suis curieuse de... Ben, je dois dire merci de partager ça puis de le partager candidement parce que je me mets à ta place puis je peux imaginer la difficulté, la hauteur du défi, la culpabilité, le sentiment d'incompétence, tout ça, là. Puis, je me demande aussi si, je me projette, je pense, là, mais je pense que moi, en tout cas, ce qui m'aurait passé par la tête, c'est ben, j'avais d'autres plans. Il y avait d'autres Ah, ben affaires que je voulais oui. faire. Oui. Puis là, je passe beaucoup de temps chez l'orthophoniste ou chez l'ergothérapeute ou tout ça, tu sais. Est-ce que ça a été un défi pour toi aussi, comme ce conflit-là entre ta croissance comme personne qui n'est pas une mère, Oui. ta Ouais. croissance comme personne qui aussi est une mère, parce que ça, c'est ce dont on vient de parler, tu sais, ça t'a appris beaucoup d'être une maman, mais il y a d'autres choses dans la vie que d'être une maman. Oui. Ah, c'est une excellente question, Brigitte. Oui, ça m'a déjà passé par la tête, c'est certaine. Puis je pense que je suis pas la seule maman. Que ça, que qu'on ait un enfant atypique ou typique, je suis certaine que je suis pas la seule maman. J'ai longtemps pensé que j'étais toute seule à penser ça, puis je le culpabilisais parce que, en tout cas, les femmes en général, je trouve qu'on est très très bonnes pour se culpabiliser. Je suis la championne de ça. Fait que oui, je l'ai pensé. Je suis par contre extrêmement choyée. J'ai des parents exceptionnels qui ont toujours été là pour moi avant que je sois maman et pendant que j'étais maman. Ils m'ont beaucoup aidé avec Frédéric, puis j'aurais pas été capable de m'accomplir autant en tant que femme s'il avait pas été là. Mes parents, j'ai parlé, on est divorcés, on a la garde 50-50, moi et le papa de Frédéric, puis c'est une semaine. Donc oui, la semaine que j'avais pas mon fils, j'y allais à fond, mais il y a des choses qui arrivent de façon récurrente à toutes les semaines, donc j'avais quand même besoin d'un certain soutien. Puis mes parents, les dimanches étaient consacrés à ma journée de danse et accomplissement professionnel. Donc Frédéric allait passer la journée du dimanche chez mes parents, toutes les 2 dimanches. Puis au début, je me sentais coupable, puis là je me disais ça n'a pas de bon sens, mais après ça, je me suis rendu compte que ça faisait du bien à mes parents, ils étaient contents. Puis Frédéric, encore aujourd'hui, il a 15 ans, puis il me demande tous les jours, ou presque, quand est-ce que je vais aller chez grand-papa, grand-maman? Mais tout seul, Frédéric tout seul, pas maman, juste Frédéric. Puis ma mère me dit, ça n'a pas de bon sens, on fait rien d'excitant à la maison, on joue même pas à des jeux de société, mais il veut juste être dans la maison avec nous autres, faire sa petite routine à Buckingham, chez ses grands-parents, faire ses petites collations, aller chercher, parce que mon père, il dit, c'est moi qui cuisine, fait qu'il l'amène au AW. Ça, c'est la cuisine de mon père. Fait que c'est ta petite récompense à Frédéric, puis c'est bien spécial pour lui, puis ils ont développé une relation spéciale qui aurait pas pu si dans d'autres circonstances, dans le fond. Le bonheur est dans les petites choses. Oui. Oui, Frédéric me le rappelle, ça aussi.
Oui, exactement. Et euh, est-ce qu'à un moment donné, on parlait de choix, est-ce que ça t'a passé par la tête à un moment donné, je devrais peut-être quitter mon travail, quitter mes autres aspirations, puis me consacrer à mon fils à temps plein? Puis je veux pas que tu te Oui. sentes coupable si tu me dis que ça t'a pas Non, passé non, par non, la non, tête, non. tu sais. Non, pas du tout. Ben, c'est hors de question pour moi que je quitte mon boulot parce que j'avais besoin de mon indépendance. Euh, Puis ça, ben, faut que je travaille là-dessus, là, parce que, je, comme j'ai dit, on grandit, on en apprend tous les jours. Euh, Tu sais, je vais aller jusqu'à m'épuiser, là. Euh, tu sais, j'ai eu une situation, entre autres, là, c'était vraiment, vraiment difficile avec Frédéric. Tu sais, on avait des grosses crises autistiques, ou j'avais des grosses crises autistiques quand il était chez moi, quand j'étais seule avec lui. Et j'avais un boulot qui me demandait beaucoup, beaucoup d'heures supplémentaires et j'étais même pas capable de dire à mon employeur, j'ai besoin d'un break. Et je l'ai fait quand que j'étais rendue que c'est ça, j'étais complètement épuisée, j'étais plus capable de fonctionner. J'avais enlevé, tu sais, beaucoup de contrats de danse. Je dansais plus dans telle troupe. Puis une autre chose, j'avais 3 troupes de danse. Puis j'étais même pas capable de dire j'arrête parce que je m'étais engagée. Moi, quand je m'engage à 150%. J'ai enlevé tout ce que je pouvais. Puis là, ben, à un moment donné, ben, je suis allée voir mon médecin. Puis j'ai dit j'ai juste besoin d'une semaine, mais je suis pas capable de la demander. Ben là, Juliane, franchement, avec tout ce qui se passe dans ta vie, c'est juste normal. Puis elle m'a signé une semaine de maladie. Puis le pire, c'est que j'ai à peu près 600 journées de maladie parce que on se sent coupable de prendre des journées de maladie. Puis là, ma gestionnaire m'avait dit, mais tu n'avais pas besoin d'un papier. Tu avais juste besoin de me le dire. Mais c'est tellement prise dans je m'engage, puis je suis pas capable de me désengager, je vais le faire jusqu'au bout que je n'étais pas capable de demander sans avoir ce papier-là de mon médecin qui me disait oui, Juliane, tu as le droit, c'est normal. Donc oui, j'y ai pensé, mais non, de ma nature, je suis beaucoup de difficulté à le faire. Tu avais comme besoin de cette validation-là de Exact. l'extérieur, Mm-hmm. d'être d'être vu. Ben, je trouve ça exceptionnel aussi. Je comprends tellement, je m'imagine tellement dans la même situation, tu sais, la drive de vouloir poursuivre les autres choses aussi, mais en même temps tu sais, c'est vrai qu'on aimerait ça tout faire puis tout Ouais. bien faire, mais ça peut être un peu difficile. Est-ce que ton fils a été impliqué dans la danse d'une façon ou d'une autre? Parce que je pense que ça a pris quand même pas mal de place dans ta vie. Oui, ben j'avais commencé il y a plusieurs années des cours salsa découverte avec des enfants de 3 à 6 ans. J'amenais mon fils, mais à un moment donné, c'est devenu très difficile parce que Fred voulait pas me partager. Donc, aussitôt que je me concentrais sur les autres enfants, lui, il faisait des mauvais coups derrière. Là, j'étais juste pas capable de gérer, tu sais, la discipline puis le groupe. Puis j'ai réussi à continuer un petit peu parce que Fred, il y avait une accompagnante à la maternelle qui était une jeune étudiante qui avait fini son deck puis elle allait faire un bac. Puis elle m'a dit, ben je vais vous accompagner, moi, puis je vais le faire gratuitement, ça va me faire plaisir. Donc, j'en revenais pas. Comme je te dis, on rencontre des gens des fois dans notre vie, puis ça change beaucoup de choses. Donc, Annabelle, je te salue. Euh, Vraiment, je me trouvais très, très joyeuse de l'avoir rencontré. Puis là, ben, j'enseigne maintenant. J'ai commencé l'année passée un organisme en Outaouais qui s'appelle TSA Multisport. Puis, essentiellement, c'est des parents qui se sont regroupés pour offrir des activités sportives à leurs enfants. Ils ont du hockey adapté, baseball, basketball. Puis moi, je leur offre mes services pour offrir des cours de danse. Donc, j'ai fait ça le printemps passé. Cette année, là, avec les lancements de livres puis les conférences que je donne pour mon livre Point de rencontre, j'ai un peu moins de temps, mais j'aimerais faire au moins une journée spéciale en avril, durant le mois de l'autisme, là, avec un cours de danse là, pour les enfants et ados. Est-ce qu'il y a d'autres choix qui t'apparaissent importants
D'autres moments charnières qui... Ben, je pense que la pandémie m'a forcé à faire un choix, comme j'ai dit tantôt. Il était temps là, que je décroche tu sais, de la compétition, la performance, tout ça. Avec le recul, je me rends compte là, que autant que ça m'a tellement nourri pendant plusieurs années, ça me donnait de l'énergie. Là, c'était rendu que ça me prenait de l'énergie. Si j'avais plus cette drive-là de pratiquer mes chorégraphies, c'était lourd. Tu sais, puis le soir, j'étais fatiguée, j'aurais préféré me reposer, mais je continuais quand même, tu sais, à aller enseigner, à faire mes activités, tout ça. C'était trop, comme je disais tantôt, tu sais, puis je suis certaine que je vais retourner à la danse un jour pour le plaisir, comme je fais avec l'équitation en ce moment. Là, j'ai pas d'objectif. Je vais voir mon cheval. Si je sens que j'ai un peu plus d'anxiété, bon, aujourd'hui, je vais peut-être juste l'allonger. Je monterai pas dessus. Aujourd'hui, je suis fatiguée, ça me tente pas de nécessairement faire un entraînement sur mon cheval, des flexions, pas de côté, etc. Je vais juste aller faire une promenade en forêt, puis je mets ma selle western, je mets même pas ma selle classique, puis j'y vais les rênes longues, puis je fais juste profiter de la nature en forêt. Puis c'est, comme je dis, c'est plus méditatif. Sauf que là, je me rends compte que j'ai plus la même flexibilité dans mon corps et j'ai mal dans mes muscles quand je me lève le matin, ce qui est difficile à accepter. Mais là, je me suis mis à faire un peu de yoga pour délier un peu les muscles, mais et j'ai pris du poids aussi un peu, fait que j'ai besoin de me retrouver une autre discipline sportive là que je dois faire de façon tempérée et non pas de façon performance, compétition. Ouais, pour me remettre un peu plus en forme, le cardio surtout là. Mon conjoint est quelqu'un de pas mal compétitif aussi, puis mais aussi de très peu flexible. OK. Quand il a entendu parler du yoga la première fois, ben, tu sais, quand il a pensé, j'ai suggéré peut-être qu'on devrait faire un peu de yoga ensemble, tu sais. Puis il dit, est-ce qu'il y a des compétitions internationales de yoga? Ah non, ça va pas Je pense que ensemble. tu n'as pas compris comment ça marche. Ah, voilà, c'est bon, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est un bon choix pour toi. Ben, ce qui m'amène justement à nous amener à se tourner un peu vers l'avenir. Et il y a des aspects spécifiques pour toi. Je suis sûre quand tu penses à l'avenir, à être mère d'un enfant avec des besoins particuliers, on va parler de ça pour commencer, si c'est correct. Comment tu envisages l'avenir quand tu penses à ton rôle de mère puis à son rôle de fils? Ouais, très bonne question. Et je te dirais que dans mon livre, là, à tous les parents que j'ai parlé, on a tous la même préoccupation. À 21 ans, on n'a plus de soutien du gouvernement. OK. C'est-à-dire que Frédéric va aller à l'école jusqu'à 21 ans. Mais après 21 ans, il n'y a plus rien. C'est comme un précipice, c'est le trou noir. Il y a certains organismes, dans la région, entre autres de l'Outaouais, qui offrent des centres de jour. C'est jamais à temps plein. Puis c'est pas toute la journée. Moi, je vais encore travailler quand Frédéric va avoir 21 ans. J'aurais pas encore pris ma retraite. Donc, c'est sûr que c'est une préoccupation. Qu'est-ce que je vais faire avec Frédéric? Je peux pas le laisser, il est pas autonome, là. Tu sais, Frédéric, il a pas de notion du danger. Il va aller dans la cuisine puis il va se mettre à cuisiner, là, lui, là. Tu sais, il va mettre les mains sur le four. Comme je dis, depuis qu'il est tout petit, traverser la rue, tu sais, je lui enseigne, il faut que tu regardes des deux côtés, mais encore aujourd'hui, il peut marcher en plein milieu de la rue, puis il est heureux, lui, puis il fait ses tourniquets dans la rue, mais fait que c'est ça, tu sais, il est pas autonome. Fait que je m'accroche à de très beaux projets qui sont en branle en ce moment. Montréal, entre autres, va devenir la plaque tournante ou est en train de devenir la plaque tournante pour ce qui est des recherches en autisme. Il y a plein de beaux projets. Je pense aux maisons Véro et Louis
Véronique Cloutier, pour adultes autistes. Ce sont des maisons où est-ce que les adultes, 21 ans et plus, peuvent habiter. Il y a des intervenants sur place, 24 heures sur 24. Il y a des programmes adaptés pour les personnes autistes, des activités adaptées aussi. Ils veulent importer le modèle un peu partout au Québec. Donc, moi, je me raccroche à ça, là. C'est un très, très beau projet. Dans la région de l'Outaouais, il y a les apprentis qui sont en train de bâtir un logement, je pense, de 23 logis pour personnes avec déficience intellectuelle. Je crois que c'est avec un peu plus d'autonomie que mon Frédéric, par exemple. Donc, c'est ça. Moi, je me dis, d'ici là, il y a quelque chose, qui va arriver. On est choyé parce que l'autisme est considéré, j'aime pas dire ça, mais c'est comme ça les termes, là, personne en situation de handicap. Donc, il y a des subventions, des prestations qui sont offertes au gouvernement, par le gouvernement. En ce moment, j'en ai une que j'utilise pour les services, entre autres d'ergothérapie. Frédéric fait de l'équitation thérapeutique, donc je paye ça avec ça. J'en mets beaucoup de côté. Il y a un régime d'épargne régime épargne invalidité qui est en place. Je tiens à en parler parce que ce sont pas tous les parents qui ont des enfants à besoins particuliers qui sont au courant. C'est un super programme. Le gouvernement met jusqu'à la concurrence de 1 000 $, je crois, ou faudrait que je retourne là, mais pour 1 000 $, le gouvernement donne le même montant, un autre 1 000 $. Donc ça vaut vraiment la peine là quand on pense à l'avenir de nos enfants. L'autre chose qui me rend plus qui me permet de voir l'avenir un peu plus positif, c'est que Frédéric a 2 frères. Donc, le papa de Frédéric s'est remarié avec une femme exceptionnelle qui est travailleuse sociale, qui comprend Frédéric. Puis, ils ont 2 garçons ensemble. Donc, Frédéric a 2 frères. Puis, Frédéric a une sœur ici dans ma famille avec mon conjoint qui adore Frédéric puis qui sont vraiment beaux à voir ensemble, là. Donc, je me dis, il va avoir un réseau de soutien. Je m'arrange pour que, ou moi et son papa, on s'arrange pour qu'il y ait les moyens financiers. Je me dis, il va avoir une opportunité de logement pour Frédéric quand que ça va être le temps. C'est ça. On n'a pas le choix de voir ça comme ça, sinon c'est trop lourd. C'est tough. Parce que c'est comme il n'y a pas d'horizon de retraite pour toi. Je parle de la retraite maternelle plus que. Ah non. Ben, on est parents toute notre vie, hein, ça c'est clair. Mais pour moi, ça signifie que Frédéric va habiter avec moi et son papa toute sa vie. À moins qu'il y ait une solution de logement comme ça. L'autre chose qui se fait en ce moment, mais que moi je trouve que ça fonctionne pas là. Puis il y a la coalition des parents d'enfants à besoins particuliers qui a été formée à Montréal, là, dont je fais partie, travaille fort là-dessus, là, mais c'est qu'il y en a qui n'ont pas de solution de logement, justement, puis que les parents sont plus en mesure de s'occuper de leurs enfants. Puis une solution, c'est de les envoyer dans des CHSLD, des maisons de retraite, mais on s'entend que c'est pas le même auditoire, là. C'est pas du tout les mêmes services dont ils ont besoin, et c'est pas le meilleur endroit pour stimuler un jeune adulte. Donc, c'est ça. Mais il y a plein de gens qui travaillent à faire changer les choses. Puis je te dirais que la cause autiste, en ce moment, est mise de l'avant-plan dans les médias. On en parle beaucoup, entre autres à cause de personnalités publiques qui ont des enfants autistes. Quand je pense à Charles Lafortune et Sophie Préjean, qui ont leur garçon qui est majeur maintenant, autiste, avec déficience intellectuelle aussi, je crois. Benjamin, c'est le monde de Benjamin, plateforme de médias sociaux, vraiment cute. Il me fait penser à mon fils Benjamin aussi. Vraiment, vraiment adorable. Donc, Guylaine Gay, qui a 2 garçons autistes, dont un qui là, elle vient de le mettre en appartement, justement. Là, elle a acheté justement un duplex pour qu'il puisse vivre en appartement avec eux, mais indépendamment. Et son garçon Clovis, qui, lui, n'est pas autonome. Donc, le projet de Véro et Louis part de ce rêve-là de Guylaine Gay, que son fils Clovis
ait une maison à lui quand il va être adulte. Donc, ouais, ça change. Faut être positif. Il y a de l'avenir, il Il y y a a de des l'avenir. choses qui se trament et on a parlé beaucoup en termes de dualité un peu, même si ça se rencontre entre ta vie de mère, ta vie personnelle de personne. Qu'en est-il de ton avenir à toi? Comment tu envisages les prochaines 40 années? Wow! OK. Je veux voyager, ça c'est sûr. Je suis allée en Islande en Wow! 2019. Oui, wow. Je suis tombée en amour avec ce pays-là. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un roman fantastique qui se passe en Islande parce que je avais tellement le goût de me replonger dans l'Islande que j'ai décidé de faire mon protagonisme va arriver en Islande. Attends une Puis minute, un autre livre que tu es en train oui, d'écrire. oui, mais celui-là, c'est un projet vraiment à long terme. Je me donne pas de date d'échéance. Je suis rendue à 28 000 mots. C'est 40 000 mots pour faire un roman. Puis j'écris quand j'ai le temps. Des fois, j'ai besoin de vacances. Puis là, ben, je décide de prendre des vacances juste pour écrire. Je me prends 2 jours juste pour écrire. C'est vraiment un plaisir, là. Puis je suis pas une écrivaine, tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, je suis pas c'est c'est pas comme ma sœur, elle a un talent elle pour l'écriture, tu sais, fait que je prends ça parce que ça me fait du bien, tu sais. Fait que oui, je veux continuer à écrire, projet d'avenir, je veux voyager, j'aimerais ça visiter les pays scandinaves avec mon conjoint. L'Écosse, quand j'ai été nanny en Angleterre, la famille avait une deuxième maison en Écosse. J'ai pris 2, 3 jours de vacances. Je suis allée à Édimbourg, au Loch Ness. J'ai adoré. Je veux retourner. Je vais aller à l'île de Skye, certainement. Euh, ouais, c'est ça, c'est ce que j'entrevois pour l'instant. Que tu t'imagines reprendre, remettre tes souliers de danse ou te remettre à l'équitation un jour de façon peut-être un peu plus, je ne veux pas dire compétitive, mais un peu plus sérieuse, disons, ou un de ces genres d'activités-là? Oui, ben j'aimerais un jour, ça c'est on tombe dans les rêves. Puis les rêves, c'est vrai, on ne peut pas se censurer hein, pour les rêves. Alors oui, OK. Un jour, peut-être, un cheval islandais, j'aimerais beaucoup ça. Très difficile à trouver parce que il faut les importer souvent. Il y a quelques élevages au Canada, à Vancouver, puis Nouvelle-Écosse, je pense. Là. Pourquoi le cheval islandais? Parce que, petite parenthèse, ces chevaux-là ont 4 ou 5 allures. Donc, une allure, c'est le seul cheval au monde qui a cette allure-là. C'est une allure à 4 temps, le toilt. Puis, ça va aussi vite qu'un galop, mais c'est aussi calme que le trot. C'est une allure à 4 temps. Donc, il n'y a pas beaucoup de soubresauts. Donc, problème de genoux ou de dos, c'est excellent parce que tu sens pas autant là, comme un trot d'un cheval. Donc, ça, c'est un rêve sans censure. La danse, oui, j'aimerais ça. Pas compétitive. D'autres sortes de danse. J'aimerais vraiment ça. West Coast Swing, ça me tente beaucoup. Euh, euh, Flamenco peut-être. Ça aussi. Ouais, c'est plus une danse individuelle. Mais mon chum, il aime danser quand même. Puis même qu'avant la pandémie, il avait acheté des cours de tango. Il voulait essayer le tango avec moi, mais la pandémie est arrivée et puis on a mis le tango de côté. Donc peut-être un jour, on ne sait pas. Le tango de salon, peut-être? Ouais, non, le tango argentin. Non, 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 tango argentin. The real deal. Là. Ouais. Aïe, 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 wow! C'est un beau projet. Donc, ton conjoint n'a jamais été ton partenaire de danse? Non, non, pas du tout. Non. Est-ce que c'est courant que les partenaires de danse sont aussi conjoints ou est-ce que... Oui et non. Écoute, dans le monde de la salsa, je pense à Junior et Emily, c'est frères et sœurs. Ce sont des frères et sœurs, ils dansent ensemble. Euh, Mon partenaire de danse, oui, on était conjoints à une certaine période, mais à la fin, au début, non. Au milieu, oui, puis à la fin, non. Mais on avait les deux la même passion, la même discipline. On avait les mêmes objectifs.
Donc, je pense que c'est ça la combinaison gagnante. Il faut être à la même place, puis il faut vouloir la même chose, et puis il faut vouloir mettre le même effort et le travail. C'est probablement vrai dans d'autres poursuites que juste la danse. Oui. Je t'ai invité à participer à la quarantaine avec la promesse de te donner une baguette magique ou 2 baguettes magiques, l'une pour changer le monde et l'autre pour changer ton monde. Qu'est-ce que tu ferais avec ces 2 baguettes magiques-là? Elles sont à usage unique, alors tu peux seulement faire un vœu par baguette. D'accord. OK. Ben la baguette pour mon monde, c'est très facile. Alors, clé, baguette magique. Voilà. Une maison pour mon garçon quand il va être adulte. Une maison pour toute sa vie. Où est-ce qu'il va être bien? Où est-ce que ça va être adapté à ses besoins? Qu'il va continuer à être stimulé? Qu'il va faire les choses qu'il aime? Qu'il va être entouré de gens qui l'aiment puis qui l'apprécient. Ça, c'est mon souhait pour ma vie. Et pour changer le monde, ben je pense que j'essaie de faire ça en ce moment, petit peu par petit peu. C'est la sensibilisation à la différence. Ouais. Donc, puis je pense que tout le monde peut contribuer un petit peu et avoir un petit impact. Sensibilisation à la différence, l'acceptation de la différence, l'inclusion des personnes en situation de handicap ou des personnes différentes. Ouais. Bien concrètement, là, pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, puis qui t'écoute, qui t'entend, qui est inspiré, as-tu une suggestion bien précise d'une action que quelqu'un pourrait faire pour rendre le monde plus inclusif, plus Ah accueillant oui. pour les autres? Oui, puis c'est très, très simple. Un regard bienveillant. Juste ça. Si on voit un enfant qui est en crise à l'épicerie, un regard bienveillant vers la mère ou le père. Juste ça. C'est juste ça, moi, j'avais besoin, que j'aurais aimé recevoir. Puis je veux pas être pessimiste non plus, là. Ça m'est arrivé de croiser des regards bienveillants. Puis c'est sûr qu'on se souvient souvent de ceux qui ont été moins bienveillants parce que ça vient nous frapper en plein cœur. Mais je me dis, si tout le monde a ce regard-là, ou essaie de se parler, de se dire, ah, OK, il y a peut-être autre chose qu'on n'est pas au courant. On n'a pas tout le contexte. Je pense que juste ça, ça peut faire toute la différence du monde. Merci. Je pense que c'est une excellente recommandation. Il y a toujours moyen, comme les enfants apprennent à l'école ces jours-ci, dans un monde où tu peux faire n'importe quoi, fais quelque chose de gentil, tu sais. À choisir, j'aime encore ça. Quel héritage, c'est ma dernière question. Quel Oui. héritage voudrais-tu laisser? Au sens le plus large, tu le prends comme tu veux. Mon Dieu, bonne question. Je sais pas si je vais laisser un héritage. Sérieux, je suis pas, je sais pas, je fais bien ordinaire, je laisserai pas d'héritage, mais juste, je vais retourner à la bienveillance. En tout cas, moi, l'être humain, on a tous des biais. C'est dans notre nature de juger. Mon fils m'a appris à changer un peu ma perspective, puis à regarder le contexte derrière, comme je parlais auparavant. Avoir de l'empathie, de la compassion pour les autres, un regard bienveillant. En tout cas, j'espère que mes livres, entre autres, vont permettre de... Peut-être que c'est ça que je vais laisser en héritage, tiens. Puis avant de conclure,
je voulais dire aux gens de l'Outaouais, si ça vous tente de rentrer dans le monde de mon garçon, ben je vous invite au lancement de mon album jeunesse, Dans la tête de Fredo autiste. C'est à la bibliothèque Guy Sanche de Gatineau, le 29 avril de 2h à 4h, donc 14h à 16h. On va faire un lancement convivial. La première partie, c'est les discours, séance dédicace. Puis la deuxième partie qui commence à 15h, je vais faire une activité avec vos enfants de sensibilisation à l'autisme. Donc, je vais lire, raconter l'histoire avec mon fils qui devrait être là. Puis ensuite, je vais inviter les enfants à dessiner dans des teintes de bleu, parce que le bleu, c'est la couleur de l'autisme. Puis le turquoise, c'est la couleur préférée de mon fils. Donc... Je voulais te demander, puis j'avais oublié, tu me rappelles ça maintenant, qu'est-ce qu'il en pense, ton fils, de tout ça, de tout ce que tu fais? Frédéric, c'est pas assez concret pour lui. Tu sais, il faut que ça soit vraiment, vraiment concret. Il comprend pas. Par contre, en tout cas, tu sais, c'est dur. J'aimerais ça rentrer dans la tête de mon beau-frère, mais ça me faciliterait tellement la tâche. Puis ça serait tellement chouette, mais si jamais, c'est pas possible. J'ai essayé de rentrer dans sa tête dans mon album du mieux que je peux, puis peut-être que je suis à côté de la track, mais Fred, tu sais, moi, j'ai écrit ce que je vois. Il se reconnaît par contre. J'y ai montré des croquis d'illustration, puis j'ai demandé, c'est qui ça? Il dit, c'est Frédéric. J'ai dit, OK, ben là, il s'est reconnu, tu sais. J'ai vraiment hâte de m'asseoir avec lui, avec le livre, quand il va être terminé avec les illustrations, puis là qu'on passe chaque scène. Tu sais, j'ai une scène où est-ce qu'il parle du parc de bébés, parce que les lits pliables pour bébés, c'est sa passion depuis qu'il y a 2 ans et demi. Il veut ouvrir, fermer des lits de bébés, il met même pas de poupée dedans. C'est vraiment le mécanisme d'ouvrir et fermer. Donc, j'ai une scénette dédiée juste au parc de bébés. J'ai une scénette dédiée à sa poule qui pond des œufs turquoise. Tu sais, fait que je sais pas, je pense qu'il va se reconnaître. Puis, je pense que la manière de démontrer, ça va être juste de faire un grand sourire. Merci Juliane Coder et merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 29e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.